Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette émission consacrée à l'analyse de l'actualité en Afrique et dans le monde. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous. À 8 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, et le Front populaire ivoirien, FPI, deux des trois principaux partis de l'échiquier politique national, sont minés par des querelles intestines. Bataille judiciaire au sein du parti de Laurent Gbagbo. Coup de poing échangé entre cadres de la formation de Henri Konan Bédié. On peut dire que l'addition est salée. Seules les troupes du président Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011 et candidat à sa propre succession se montrent pour l'instant unis derrière leur leader. Ce syndrome de la division au sein des grandes formations politiques ivoiriennes sera au cœur du débat dans la première et la troisième partie de cette émission, mais aussi l'information économique sera au rendez-vous dans la deuxième partie de ce 3/4 d'heure de balade au cœur de l'actualité. Bienvenue à tous, voici le flash d'information. Bougari Gumbo et Didimous Moutassa, deux anciens amis politiques de Robert Mugabe, évincés de son parti fin 2014, défient en justice le vieux président zimbabwéen. Selon eux, le congrès de décembre dernier qui a reconduit Robert Mugabe à la tête de la ZANU-PF est illégal. Au moins 68 personnes, dont des enfants, ont été tuées lors d'un massacre perpétré par Boko Haram dans un village du nord-est du Nigeria. Selon des témoins et des membres d'une milice locale, l'attaque a eu lieu mardi dans le village de Najba, entièrement détruit par les flammes. Le film Timbuktu de Abdelrahman Sissako, qui décrit la vie dans le nord du Mali sous le règne des djihadistes, a récolté un tonnerre d'applaudissements au Fespaco de Ouagadougou. La fiction a attiré une grande foule. Plusieurs spectateurs venus des heures avant la projection n'ont pu entrer dans la salle. La crise engendrée par l'appel de Daoukro lancé par Henri Konan Bédié pour soutenir la candidature d'Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle en 2015 n'en finit pas de secouer le PDCI. 4 barons de l'ancien parti unique qui fustigent cet appel se préparent pour organiser une convention alternative afin de choisir un autre candidat à la présidentielle au nom du PDCI. Pendant ce temps, du côté du FPI, la situation n'est pas meilleure. Le parti qui n'a toujours pas indiqué s'il participerait à la prochaine présidentielle est divisé en deux camps. D'une part, ceux qui veulent participer à la présidentielle derrière Pascal Afin-Guessan, actuel président du parti, et d'autre part, ceux qui veulent faire de Gbagbo, le président du parti, et de sa libération, le cœur de la stratégie de lutte du FPI. Nous analyserons la situation avec nos débatteurs du jour que nous allons retrouver dans un instant. On fera le débat avec vous, Benjamin Honoré Naoum, qu'on ne présente plus, rédacteur en chef de la Radio Soleil FM à Cotonou au Bénin. Également sur ce plateau, Joël Yetondi, journaliste à Sika TV. Merci d'être sur ce plateau. Joël Yetondi, l'appel de Daoukro, c'est bien sûr ce qui sème la division au sein du PDCI de Henri Konan Bédié. Cet appel était-il opportun? Je ne vais pas réfléchir pour répondre. Non, c'était un appel maladroit. Maladroit quand on sait qu'au soir de la convention du PDCI, en octobre 2013, unanimement, il a été décidé que le PDCI désigne un membre très actif, capable de défendre les couleurs du PDCI. Il y avait des noms qui avaient circulé et au Congrès, il a été retenu qu'il ne fallait pas aller vite en besogne. Ensemble, il fallait se revoir et retenir la personne, le profil idéal pour le PDCI. Alors, on ne peut pas, après un congrès comme celui-là, et avec ces grandes décisions, comprendre que, comme sur un coup de tête, on ne sait pas quelle alchimie, fut-on président de parti, qu'on puisse décider de lancer un appel comme celui-là, qui engage l'avenir de tout un parti. Donc ma réponse, je le répète, c'est non, c'était maladroit. Mais quand c'est arrivé, on peut toujours se rattraper. Et ne pas se rattraper, je pense, c'est ce qui a conduit le PDCI jusque là où il est aujourd'hui, malheureusement. Mais vous n'êtes pas sans savoir que déjà au cours de ce congrès, il y avait déjà des frondeurs et que malgré ces frondes, Henri Konan Bédié a réussi à se faire réélire à la tête de ce parti à près de 93% de voix. Est-ce qu'il n'a pas une certaine légitimité pour quand même décider? Non, il a une légitimité. Il a de légitimité pour parler au nom du parti, mais n'a pas de légitimité pour trancher de l'avenir du parti. Pourquoi? Parce que à l'issue de ce congrès qu'il a reconduit, il a été décidé noir sur blanc, et ça, on ne peut pas oublier, que le PDCI, aujourd'hui,
peut avoir un candidat qui va continuer par porter le flambeau du parti. Et que les profils qu'on a, les têtes pensantes de ce parti, il y en a qui peuvent valablement conduire les rênes du pays. Alors, sur cette base, en fonction de cette conclusion, on ne peut plus. C'est vrai que c'est le président, c'est vrai que c'est la parole du président, mais la parole du président n'a plus de valeur face à une décision collective. C'est aussi simple que ça. Il s'agit des tests et il faut les respecter. Alors, Doré, est-ce que le parti n'aurait pas pu éviter cette division si cet appel avait été précédé d'une concertation préalable ou bien d'une convention ou d'un congrès du parti? Est-ce que, quelque part, le dictat dont on accuse Henri Konan Bédié n'est pas justifié? Non, il faut d'abord faire remarquer ceci. Henri Konan Bédié, vous savez bien qu'il n'a plus le destin d'un président. Il a été président de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il ne peut pas se mettre dans la bataille pour véritablement dire que, bon, je suis candidat. Cela veut dire que sa candidature est écartée. Il n'y a même pas de réflexion à faire à ce niveau parce que il n'a plus la capacité, je peux le dire, même sur le plan physique, d'aller dans une bataille électorale aujourd'hui pour briguer une magistrature. Donc cela veut dire quoi? Depuis qu'on a créé RHP, je crois, RHDP, l'homme, d'une manière ou d'une autre, a été quand même entretenu par Alassane Ouattara. Donc il y a les avantages. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en face de qui? En face de Ouattara, qui veut encore briguer la magistrature. Donc la stratégie d'Henri Konan Bédié, c'est de continuer à être proche de Alassane Ouattara. Tout simplement. Mais ceux qui dénoncent un dictat de Bédié à la tête du PDCI avaient pourtant eu l'occasion de faire porter leur voix lors du dernier congrès extraordinaire du parti. Comme le disait tantôt Joël, là, le problème ne se trouve pas à ce niveau. Diriger, prendre quelqu'un pour être à la tête du parti, ce n'est pas là le problème. Mais ici, il s'agit de choisir un candidat pour aller à la présidentielle de 2015. Oui, mais c'est ce qui a été validé lors du congrès extraordinaire du samedi 28 février dernier. Et l'appel de Daokro a été validé à plus de 98% de près de 4000 militants qui étaient présents. Mais vous n'oubliez pas la première erreur. La première erreur ici, c'est que le président du parti décide de façon unilatérale porter son choix sur Alassane Dramane Ouattara. Je crois que c'est à ce niveau que le problème s'est posé. Il n'a pas le droit de choisir un candidat pour le parti. C'est d'abord une stratégie pour orienter les militants, ce qui n'est pas bien. D'autant plus qu'il y a des acteurs clés dans ce parti qui ont la capacité. Quand vous prenez Charles Konan Banny, vous allez me dire qu'un homme comme ça ne peut pas conduire la Côte d'Ivoire? La réponse est oui. Maintenant, est-ce que les populations portent, comment dirais-je, Charles Konan Banny pour pouvoir le positionner comme président de ce parti et PDCI? Le problème se trouve à ce niveau. Si on allait à un congrès et que finalement les militants décident qu'on puisse choisir carrément, comment dirais-je, Ouattara pour être le candidat unique, ça allait se décider en congrès avec l'accord de tout le monde. Ici, le choix est fait au préalable. Les autres ont compris que ce choix, certainement, sera validé. Et les stratégies ont été menées. Oui, mais justement, s'ils avaient une certaine capacité de mobilisation au sein du parti, s'ils avaient une certaine légitimité, ils n'auraient pas eu peur d'aller à ce congrès pour faire imposer les choses quand même. 4. Face à une machine. Et derrière, n'oubliez pas la main de Ouattara. Parce que si Charles Konan Banny se positionne, si ils sont au total 4, je crois, frondeurs, si les 4 là se positionnent véritablement pour dire que nous allons à la candidature pour la présidentielle, une chose est sûre, ça pose un problème à Ouattara. D'autant plus que ici, n'oubliez surtout pas, on a traversé une crise, le pays aujourd'hui est en reconstruction et tout le monde veut participer à la gestion du pays. Est-ce que vous voyez véritablement ces frondeurs-là associés à la gestion du pays sous Ouattara? La réponse est non. Et moi, je pense qu'il est temps, maintenant, que véritablement, ces gens-là aillent dans la course, se jauger. Parce qu'il faut, quand vous prenez un parti politique, il faut penser à l'avenir. Je crois que Henri Konan Bédié n'a pas pensé à l'avenir de son propre parti. Il a peut-être préféré les intérêts immédiats pour sa personne en choisissant Ouattara sans consulter les autres. Il faut d'abord consulter les autres. Quand vous avez des têtes influentes dans votre parti, il faut d'abord les consulter avant de venir au devant de la scène, même si
c'est le président et c'est lui qui a peut-être l'honneur de porter cette information, il aurait pu échanger avec les autres et s'entendre d'abord avec les cadres de son parti avant d'aller au devant de la scène. Mais vous ne pouvez pas du jour au lendemain, ou bien peut-être vous êtes le responsable d'une chaîne de télévision, une information qui embarque tout le groupe, vous seul directeur, vous levez du jour au lendemain, vous dites que bon voilà, c'est ce que moi je veux. Non, il faut échanger avec les autres responsables et définir une ligne directe. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, vous allez vous retrouver devant une opposition et c'est ce qui se fait aujourd'hui et c'est déplorable pour ce grand parti en Côte d'Ivoire. Alors Joël Yetondy, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de barons du PDCI sont bien ancrés dans le système dirigé aujourd'hui par Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça ne fait pas un peu bizarre que le PDCI se comporte comme si il n'était pas un parti vraiment ancré dans le système Ouattara? Non, ça ne fait pas bizarre. Bon, vous savez, il y a quelque chose de fondamental sur lequel il n'est pas question même de discuter, il n'est pas question de réfléchir par deux fois. Il faut savoir regarder là où l'on a buté, c'est tout. Et c'est ce qui s'est posé comme problème. Au départ, on est convenu tous ensemble que nous, PDCI, nous sommes à même de conduire les rênes de ce pays. Nous avons le potentiel qu'il faut. Il y a des gens qui peuvent accomplir dignement cette mission. Quand, chemin faisant, le chef se rend compte qu'on peut changer la donne, alors il convoque les autres, on réfléchit là-dessus. Puisque ce n'est pas fait, on ne peut, je dis une fois encore, qu'assister à ce à quoi nous assistons. Mais il faut savoir rattraper et rectifier le tir. C'est ça que le tout-puissant président du parti, chef de parti, n'a pas fait. Obnubilé par sa seule personne, et ça pose d'autres problèmes. Chef de parti, ordonnateur, ordonnancier, oui, c'est un peu le propre de bon nombre de partis, fut-il puissant, mais quand ça se fait comme ça, et il y a quelqu'un qui pense pouvoir décider au nom de tous, c'est des erreurs, et c'est fatal. Tout le monde en paie le prix. Les militants qui ne savent plus à quel se vouer, le parti lui-même qui perd un peu de son éclat. Mais, comme on dit parfois, il faut au prix de suprêmes sacrifices arriver à de bons résultats. Je veux dire que je comprends le combat des autres qui pensent qu'ils sont capables, qui pensent qu'il faut respecter la parole donnée. Donc, il faut poursuivre le combat. Alors dites-nous, l'appel de Daoukro validé à 98% par près de 4000 militants au sein du parti lors d'un congrès extraordinaire qui était ouvert à tout le monde, est-ce que le débat ne devait être pas clos? Non. Non, c'est dommage. Les acteurs politiques sur le continent souvent font cette erreur, une grave erreur. C'est vrai, les gens ont des marges de manœuvre pour tripatouiller, c'est vrai. Mais il y a un fait, qui est que dans le cas d'espèce, quand on prend l'appel de Daoukro, avec tout ce qu'on observe là, où on a lancé d'abord, on a fait comprendre à tous la direction à suivre. Et on a essayé de valider par la suite ce à quoi on va assister. Je dis, les gens ont des marges de manœuvre pour tripatouiller, c'est vrai. Mais on ne va pas prendre la main de chaque militant et les amener à mettre dans l'une Ouattara. C'est ça l'autre problème qu'il ne faut pas perdre de vue. Et ça va se répercuter sur le long terme. Ce n'est pas à l'actif du parti. C'est vrai, celui qui sera gagnant dans tout ça, c'est Ouattara. Il n'aura pas le grand lot, mais c'est lui qui sera le grand gagnant. Mais l'avenir du parti, on en fait quoi? C'est important. On est dans un régime démocratique. Il faut permettre l'expression, la pluralité. C'est ça aussi la démocratie. Mais ne pas le permettre, chercher à étouffer dans l'œuf la pluralité d'expression, d'opinion ne peut qu'engendrer des problèmes plus graves si on n'arrive pas à gérer au mieux le différent à l'interne. Je voudrais dire, parce que vous aviez donné des chiffres tout à l'heure, surtout vous parlez de 98%. Je vous demande, plus de 98%, je vous demande tout de suite d'oublier ces chiffres-là. Ça peut être tronqué. Parce que les militants qui étaient à ce congrès, qui vous a dit que ce sont exclusivement les militants de PDCI. On peut avoir, dans le rang de ces militants-là, en tout cas ceux qui étaient présents, on peut avoir des éléments de Ouattara. Le PDCI, c'est quand même un parti responsable et bien organisé. Oui. Vous dites que c'est bien organisé et on assiste à ça? A perdu de sa responsabilité depuis que le chef de parti a buté. Oui. Donc vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que c'est un parti organisé. Si c'est un parti bien organisé, on ne peut pas avoir des frondeurs. Cela veut dire qu'il y a eu un problème de gestion, de management de ce parti. Et je vous dis, quand on se base sur les chiffres tout de suite, il faut chercher à savoir si on fait bien les enquêtes. Vous allez voir des militants de RDR, en tout cas le parti de Ouattara, certainement
qui ont participé pleinement à ce congrès, et après on nous dit tout simplement que les gens ont voté, ont fait un choix à 98%. C'est très facile d'avaler ça, de dire que bon, on a atteint un résultat. Non, faut pas se fier à ça. Il y a un problème qui s'est posé dans la gestion du parti, et c'est ça qu'il faut corriger si on veut que demain le PDCI soit un peu plus fort. Merci Honoré. Nous allons poursuivre ce débat qui porte sur le syndrome de la division au sein des principaux partis politiques en Côte d'Ivoire. Et ce sera dans la troisième partie de ce magazine d'information. En attendant, restez avec nous dans quelques instants. La deuxième partie de Sika Info Mag. Nous abordons à présent le deuxième quart de ce magazine d'information, une tranche exclusivement consacrée à l'actualité économique. Tout de suite, voici le journal de l'économie. Vous êtes les bienvenus dans le journal de l'économie. Tout de suite, le sommaire. Les pays de l'UEMOA devraient réaliser cette année une belle croissance économique. Ils devraient atteindre 7,2%, dépassant ainsi la Chine. L'euro est tombé. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal de l'économie, le sommaire. Les pays de l'UEMOA devraient réaliser cette année une belle croissance économique. Ils devraient atteindre 7,2%, dépassant ainsi la Chine. L'euro est tombé jeudi sous le seuil de 1,10 $. C'est une première depuis 11 ans et demi. Enfin, aux États-Unis, toutes les principales banques ont passé avec succès la première phase des tests de résistance. À nouveau, bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie. Les pays de l'espace UEMOA devraient réaliser en cette année 2015 une croissance économique de 7,2%. C'est ce que révèle en tout cas la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Cette prévision est supérieure à celle de la Chine qui vise une croissance de 7% pour 2015. Rappelons qu'en 2014, le produit intérieur brut de la zone UEMOA avait augmenté de 6,6% contre 5,9% en 2013. L'Organisation internationale du cacao a lancé jeudi un avertissement à la Côte d'Ivoire. Cette organisation invite le premier producteur mondial de cacao, dont la campagne 2014 s'est soldée par des récoltes historiques, à éviter le démon de la surproduction qui impacterait donc négativement sur les cours mondiaux. 1,114 million de tonnes de cacao. C'est la performance historique que la Côte d'Ivoire a réalisée en 2014. Le premier producteur mondial de cacao surpassait alors de 400 000 tonnes son rendement de 2013 qui était de 1,3 million de tonnes. Une surproduction qui, sans nul doute, aura un effet négatif sur les cours mondiaux du cacao. Car au rythme actuel des choses, la production ivoirienne pourrait atteindre 2 millions de tonnes, voire plus, dans 5 ans. Aussi, l'Organisation internationale du cacao appelle-t-elle la Côte d'Ivoire et les autres pays producteurs en général à augmenter leurs récoltes de façon raisonnable pour répondre aux demandes des pays émergents comme la Chine, la Russie, le Brésil et l'Inde. Selon les prévisions de l'Organisation internationale du cacao, la campagne 2015 en cours va baisser de 1,114 million à 1,112 million de tonnes pour la Côte d'Ivoire et de 920 000 à 850 000 tonnes pour le Ghana, deuxième producteur mondial. Au total, les récoltes mondiales vont chuter en 2015 en raison des parasites et des facteurs climatiques liés à l'harmattan. Parlons maintenant monnaie avec l'euro qui est tombé jeudi sous le seuil de 1,10 $ pour la première fois en 11 ans et demi. À l'origine de cette situation, la perspective du début du programme de rachat d'actifs massifs annoncé par la Banque centrale européenne. 1,114 million de tonnes de cacao. C'est la performance historique
d'Ivoire a réalisé en 2014. Le premier producteur mondial de cacao surpassait alors de 400 000 tonnes son rendement de 2013 qui était de 1,3 million de tonnes. Une surproduction qui, sans nul doute, aura un effet négatif sur les cours mondiaux du cacao, car au rythme actuel des choses, la production ivoirienne pourrait atteindre 2 millions de tonnes, voire plus, dans 5 ans. Aussi, l'Organisation internationale du cacao appelle-t-elle la Côte d'Ivoire et les autres pays producteurs en général à augmenter leurs récoltes de façon raisonnable pour répondre aux demandes des pays émergents comme la Chine, la Russie, le Brésil et l'Inde. Selon les prévisions de l'Organisation internationale du cacao, la campagne 2015 en cours va baisser de 1,114 million à 1,112 million de tonnes pour la Côte d'Ivoire et de 920 000 à 850 000 tonnes pour le Ghana, deuxième producteur mondial. Au total, les récoltes mondiales vont chuter en 2015 en raison des parasites et des facteurs climatiques liés à l'harmattan. Parlons toujours de monnaie, cette fois-ci au Brésil, le réal a perdu 1% de sa valeur en 24 heures. Cette monnaie a franchi jeudi pour la première fois en 10 ans le seuil de 3 réals pour $1. Il s'agit de la plus forte dévaluation de la monnaie brésilienne face au billet vert depuis le 16 août 2004, quand il s'était échangé à $3,0146 selon les données de la Banque centrale. Alors maintenant, aux États-Unis, toutes les principales banques ont passé avec succès la première phase des tests de résistance. C'est en tout cas ce qu'a annoncé jeudi la Banque centrale américaine. Plus de précisions dans ce reportage. Des résultats plus individualisés incluant les plans de distribution de liquidités des banques, notamment la distribution des dividendes et des rachats d'actions, permettront de situer les 31 banques qui ont participé à ce test. La Réserve fédérale pourra refuser, comme elle l'a fait l'année dernière pour 5 banques, les projets de distribution de capital de ces établissements si leur ratio de capitaux propres tombe sous le seuil exigé. Selon les tests publiés ce jeudi, les banques accuseraient des pertes cumulées de 490 milliards de dollars en cas de crise financière très grave, dont 340 milliards sur leurs prêts, a indiqué la Fed. C'est la première fois depuis la mise en place des tests en 2009 après la crise financière qu'aucune banque ne tombe en dessous des seuils pour cette première partie des tests. L'année passée, seule Zion Bank Corporation, la plus petite de ces institutions, avait échoué à ce stade. Globalement, ces 31 groupes bancaires ayant chacun des actifs d'au moins 50 milliards de dollars verraient le ratio de leurs capitaux constituant un matelas de sécurité par rapport au risque tomber de 11,9% à 8,2% en cas de crise grave, précise le régulateur dans un communiqué. Pour cette 5e édition des tests de résistance, la Fed a soumis ces 31 banques représentant 80% des actifs bancaires du pays à 3 scénarios conjoncturels hypothétiques incluant 28 variables, notamment les monnaies, la croissance, le taux d'intérêt et l'inflation dans différents pays. Le plus grave met en scène une récession prolongée avec un pic de chômage à 10% aux États-Unis, accompagné de sévères récessions en zone euro et au Japon, d'une chute des actifs boursiers de 60% et des prix immobiliers de 25%. Le journal de l'économie se poursuit sur Sika TV et dans un instant, nous allons nous intéresser à l'organisation du marché de l'or. Ce sera juste après ceci. De l'organisation du marché de l'or, je reçois pour vous, chers amis téléspectateurs, Madame Soléata Dourokwendou, bonjour. Oui. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Ravi également. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir du marché de l'or? C'est une matière précieuse. L'or est un métal précieux, prisé depuis tout temps. Et l'or possède des propriétés électriques qui sont très utiles pour les industries qui travaillent dans le secteur de l'électronique. Il faut dire aussi que l'or est une matière première qui s'échange sur un marché de gré à gré. Les cours de l'or ont explosé en 2000, les cours de l'or ont explosé en 2005 et ont évolué jusqu'en 2011. Mais en 2013, les cours de l'or ont chuté. Il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui agissent donc sur la variation des cours de l'or. Nous avons par exemple la quantité d'or extraite par an.
Nous avons également la santé économique mondiale. Parce qu'il faut dire que l'or constitue pour les banques un refuge. C'est-à-dire les banques arrivent à faire de la thésaurisation, c'est-à-dire accumuler de l'argent grâce à l'or. Et donc, lorsque la santé économique mondiale est en mal, la valeur de l'or augmente. Vous parliez tantôt des marchés où l'or peut s'échanger. Quels sont ces marchés-là? Alors, donc, les marchés où peuvent être échangés l'or, nous avons Londres, nous avons Tokyo, nous avons New York et nous avons Zurich. Comment est-ce que ça se fait concrètement? Pour faire cet échange-là, d'abord, si vous êtes sur le marché boursier, comme je le dis chaque fois, vous ouvrez un compte titre chez un broker et vous avez un capital d'investissement ou décidez d'acheter et il passe les ordres d'achat ou de vente pour vous. Mais comment est-ce que ça peut se faire? Aujourd'hui, l'or est à un coût donné, demain ça peut être à un autre coût. Comment est-ce que ça se traduit dans la réalité? Il y a ce qu'on appelle les CFD sur le marché boursier et c'est, comme je l'ai expliqué la dernière fois, c'est un instrument du marché financier qui vous permet déjà, en fonction, quelle que soit votre bourse, de pouvoir accéder au marché des matières premières. Parce que, comme je l'ai dit aussi, il y a certaines matières premières qui coûtent excessivement cher. Et lorsque vous voulez investir dans ce genre de matières premières, vous avez besoin d'un capital suffisant. Mais avec les CFD, il y a ce qu'on appelle l'effet de levier qui est un multiplicateur de la capacité d'investissement. Et donc, cet effet de levier vous permet de multiplier. Si je suppose que vous investissez peut-être 50 000 $ par exemple, si l'effet de levier est de 50, vous avez la possibilité d'acheter des actions qui ont la valeur de 5 000 $. Et donc, comme cela se passe ainsi, si c'est par exemple l'or qui vous intéresse, vous avez la possibilité d'investir, d'acheter de l'or. Et quand j'achète cet or-là, je le reçois en main propre, comment est-ce que ça se fait? Et c'est pour cela que l'on a besoin encore du broker. Le broker est un intermédiaire financier, il se charge de toutes les transactions pour vous. Le broker centralise les informations, le broker se charge des tracasseries pour vous. Les versements se font par compte bancaire. Lorsque vous voulez l'or, vous pouvez recevoir l'or en main propre, comme vous pouvez recevoir la valeur de l'or. Mais tout cela se fait grâce au broker. Si c'est des transactions qu'il faut faire peut-être par les maisons de transfert d'argent, par exemple DHL, si vous devez recevoir l'or en main propre, c'est le courtier qui se charge des transactions. C'est pour ça aussi on demande qu'il faut être minutieux dans le choix de sa maison de courtage parce qu'on peut vous gruger. Merci beaucoup Soleata Douropendo. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS basé à Cotonou au Bénin. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal de l'économie. Alors Soleata, quelles sont les places boursières que vous vous proposez d'interpréter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous propose le FTSE-JSE, l'indice phare de la place boursière de Johannesburg. Nous avons 47 189,34 avec une variation de plus 0,18%. Tout à fait. Il faut dire que cette performance positive est soutenue par Sanslam, une entreprise qui fait de l'assurance vie, qui a plus 2,38% aujourd'hui. Nous avons également Ezao Ressources, plus 1,89%, une industrie de charbon. Passons donc aux bourses européennes. Je vous propose aujourd'hui le Bel 20 qui est à 3738 avec une variation de plus 0,17%. Il faut dire que les bourses européennes ont ouvert aujourd'hui sans grand changement parce qu'il y a toujours l'attente de l'indicateur économique, le taux de chômage aux États-Unis. C'est un indicateur assez important pour les investisseurs et donc ils sont un peu en retrait ce matin au niveau des bourses européennes. Et pour conclure ce journal de l'économie, Soleata? Pour conclure ce journal de l'économie, je dirais déjà aux investisseurs qui s'intéressent aux matières premières que, quelle qu'en soit leur capacité d'investissement, avec l'effet de levier déjà, ils peuvent quand même se permettre un minimum d'achat concernant les matières premières telles que l'or, le pétrole brut. Parce ce n'est pas risqué? Tout est risqué, mais il faut faire des analyses, il faut s'adresser à ceux qui s'y connaissent. Et quand ce sont des calculs, lorsque vous y prenez bien, cela vous donne forcément des gains. Et donc, vous pouvez vous rapprocher des conseillers financiers, des brokers ou des traders, des professionnels, des gens qui sont déjà assez impliqués dedans pour essayer de vous guider. Madame, Monsieur, c'est sur ces bons conseils de Soleata du cabinet FMIS basé à Cotonou au Bénin que nous refermons ce journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Retour dans le débat du jour consacré au syndrome de la division qui mine de grandes formations politiques en Côte d'Ivoire. Le PDCI et le FPI unis dans la division à 8 mois de l'élection présidentielle, c'est le thème du jour. Nous allons donc retrouver nos deux débatteurs, mais ce sera tout juste après le flash d'information.
Rugare Gumbo et Didymus Mutasa, deux anciens amis politiques de Robert Mugabe, évincés de son parti fin 2014, défient en justice le vieux président zimbabwéen. Selon eux, le congrès de décembre dernier qui a reconduit Robert Mugabe à la tête de la ZANU-PF est illégal. Au moins 68 personnes, dont des enfants, ont été tuées lors d'un massacre perpétré par Boko Haram dans un village du nord-est du Nigeria. Selon des témoins et des membres d'une milice locale, l'attaque a eu lieu mardi dans le village de Najba, entièrement détruit par les flammes. Le film Timbuktu de Abdelrahman Sissako, qui décrit la vie dans le nord du Mali sous le règne des djihadistes, a récolté un tonnerre d'applaudissements au FESPACO de Ouagadougou. La fiction a attiré une grande foule. Plusieurs spectateurs venus des heures avant la projection n'ont pu entrer dans la salle. Benjamin Honoré Naoum, rédacteur en chef de la radio Soleil FM à Cotonou, et Joël Yetondi, journaliste à Sika TV, sont toujours sur ce plateau. Et je m'adresse à Honoré. Honoré, malgré la validation de l'appel de Daokro, les frondeurs du PDCI, je veux citer Charles Konambani, Bertin Konakwadio, Amara Essi et Jérôme Kablambrou, ils ont annoncé un grand rassemblement à la fin de ce mois, un rassemblement au cours duquel ils peuvent désigner un candidat au nom du PDCI. À cette allure, comment voyez-vous l'avenir du PDCI? D'abord, je voudrais dire ici que c'est un défi qu'il faut relever, d'autant plus que quand vous êtes frondeur, quand vous avez un parti ou bien quelqu'un à la tête d'un parti et qui choisit de faire sa volonté unique et que vous pensez véritablement qu'il faut aller de l'avant, il faut aller vraiment sur ce terrain-là. Et je salue déjà la stratégie qui est mise en place et c'est ça qui montre réellement qu'il y a un enjeu. Parce que si on disait qu'on est juste frondeur, on fait des conférences de presse et qu'on n'a pas le courage d'aller loin, c'est en ce moment qu'on parlera des politiciens à petits pieds qui n'ont pas de capacité de faire quelque chose sur le terrain. Mais ces 4 frondeurs ont décidé d'aller plus loin en organisant d'abord un congrès. Et je pense qu'au cours de ce congrès, c'est là qu'on verra réellement s'ils sont frondeurs avec derrière des militants. Donc, je crois que c'est très intéressant ici et ça va nous donner beaucoup plus d'informations. Ça nous donnera d'informations en ce sens que vous verrez peut-être à leur congrès une forte mobilisation. Et derrière cette forte mobilisation, si vraiment ils ont du poids dans leur parti. Et si la mobilisation est grande, cela veut dire que vous aurez un candidat venant de ce bloc de 4 frondeurs et ce candidat va battre campagne véritablement pour, comment dirais-je, l'élection de 2015. Mais vous parlez de l'avenir du PDCI. Parce que ici, le problème qui se pose réellement, c'est la paternité. Celui qui va être patron. Ils vont officier sous quel logo? Par exemple, les frondeurs. Ce qu'ils sont en train de dire, ce sont eux qui vont détenir le PDCI RDA. Et si Henri Konan Bédié choisit de soutenir Ouattara, ils peuvent jouer leur jeu en prenant comme, comment dirais-je, comme parti PDCI RDR. Donc je pense qu'on a un tableau qui se dessine, mais ça va être difficile. Si j'étais à la place de ces 4 fondeurs, on crée un autre parti politique. Tout simplement. On crée un autre parti politique. On crée un autre regroupement. On choisit notre logo et nous allons loin. Et les militants vont pouvoir en ce moment-là choisir leur camp. S'il faut suivre Henri Konan Bédié dans sa logique de soutenir Ouattara, ou bien choisir un candidat au sein de ces 4 frondeurs pour porter également leur identité. Mais s'accrocher au parti PDCI de l'origine, c'est ça qui va être difficile. Comme vous le dites, il n'est pas question pour ces frondeurs de créer un autre parti, selon Bertin Konakwadio Kakabe, comme on l'appelle. Si ils ne vont pas dans ce sens, c'est que la bataille va être difficile, parce qu'il y aura un problème juridique qui va se poser. Et ils vont certainement se retrouver devant la justice, alors que le temps qui reste aujourd'hui, c'est pour la mobilisation de masse. Donc s'il faut perdre le temps dans des procès, parce que c'est sûr s'ils choisissent de garder les mêmes logos, comment dirais-je, l'emblème du parti PDCI d'origine, ça va être difficile. Parce que les autres vont dire non, nous soutenons véritablement Ouattara, mais en utilisant cette bannière-là, et que un autre groupe ne peut pas utiliser les mêmes bannières que nous. Donc il y aura
un procès certainement qui va décanter la situation, mais c'est une perte de temps. J'aurais souhaité pour ces frondeurs de choisir leur logo, de choisir un rassemblement et d'aller aux élections. Je pense que ces frondeurs n'ont pas l'intention de sortir du PDCI parce qu'ils le pensent déjà que une éventuelle sortie du PDCI constituerait une trahison à la mémoire du président fondateur du parti, Félix Houphouët-Boigny. Alors, Joël Yetondi, est-ce que nous tendons vers une inévitable cassure de l'ancien parti unique de la Côte d'Ivoire? Oui, l'implosion, elle n'est pas bien loin. Vous l'avez dit, et l'ont clamé lors de leur dernière sortie, ils se réclament du PDCI et c'est à ce titre qu'ils vont se retrouver et désigner, si possible, un candidat. Il faut dire déjà que des voix s'élèvent sur un nom. C'est un parti qui est très ancré dans le monde agricole. Et il faut voir, les planteurs ont organisé une dernière sortie hier où ils ont clamé le nom d'Essi Amara. Ils sont majoritaires, ces fondeurs, ils sont les bailleurs de ce parti et qui s'allient derrière Essi Amara, si c'est finalement le choix, et qu'ils réclament le logo, il faut s'attendre à une bataille juridique qui va prendre le temps que ça va prendre. Et l'implosion sera inévitable, le PDCI va voler en éclats, mais on ne veut pas prêter d'intention à la justice. Les forces de son sortie, je pense, seront un peu minces pour ces fondeurs qu'ils aient avec le PDCI. En termes de logo, ça va être un peu difficile. Ce qu'il faut déjà faire, c'est effectivement penser à un autre parti. Peut-être déjà garder PDCI, y ajouter peut-être nouvelle génération, je ne sais pas, un petit mot, et continuer. Sinon, ils perdront suffisamment de temps. Or, celui qu'ils ont en face de Bédié, qui, pour rien au monde, ne va lâcher Ouattara, pour bien de raisons que vous savez, et continue de faire allégeance, et Ouattara continue de se dire redevable à son ancien. Donc, dans ces conditions, c'est un mariage qui ira jusqu'à son terme. Donc, les forces en présence ne sont pas les mêmes, les capacités de mobilisation non plus. Bédié a l'appui moral, le soutien moral, matériel et financier de Ouattara. Donc en termes de mobilisation et tout, il aura Ouattara à ses côtés pour combattre les frondeurs. Et quand c'est comme ça, il faut savoir rapidement raison garder et savoir que l'important ici, il s'agit des unes. Et gagner les unes, il faut d'abord savoir rassembler ceux-là qui sont presque perdus au sein de cette bataille. Je veux parler des militants à la base, essayer de glaner le maximum et voir de l'autre côté, parce que la crise, ce n'est pas qu'au sein du PDCI, c'est un peu partout. Même le parti créé par le général Gueye ne s'est toujours pas relevé jusqu'à présent. Donc il y a toujours des militants qui sont en l'air. Il y en a qui se demandent que faire pour les prochaines élections. La crise ivoirienne, le peuple ivoirien dans son ensemble n'a pas fini de penser ses plaies. Donc je pense qu'il y a vraiment un chantier très vaste sur lequel il faut travailler. Donc il ne faut pas perdre son temps autour de la question de logo. Penser très rapidement au parti qu'il faut créer et faire le travail de mobilisation qu'il faut et espérer glaner aussi quelques voix. Alors nous allons regarder un peu du côté du FPI. Là également, la situation n'est pas reluisante. Deux ailes s'affrontent à l'interne autour de la candidature au nom de Laurent Gbagbo à la présidence du parti. Est-ce que c'est une bonne stratégie aujourd'hui d'élire à la tête du FPI un Laurent Gbagbo qui croupit dans une prison de la CPI? Pour moi, c'est d'abord une aberration. Tous ceux qui militent dans ce sens-là, dans cette logique-là, pour moi, c'est une aberration. Ce qu'on aurait dû faire comme option, c'est de le mettre, par exemple, président d'honneur du parti. On sait que c'est un acteur clé, et c'est d'ailleurs le père fondateur de ce parti. FPI, on le met aujourd'hui en position de président d'honneur, tout court. Et on choisit quelqu'un sur place en Côte d'Ivoire pour mener la bataille. Je crois que c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses au sein de ce parti FPI qui n'a pas fini de penser ses blessures, d'autant plus que tout ce qu'ils ont essuyé comme revers, la communauté internationale qui s'est impliquée et au finish, le président de ce parti se retrouve en prison à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on ne doit plus continuer à raisonner. Ceux qui continuent à raisonner ainsi pour dire que Laurent Gbagbo sera maintenu à la tête du parti et pourquoi pas chercher même à ce que du jour au lendemain qu'on puisse le libérer et qu'il participe aux élections de 2015, je pense que c'est carrément une aberration. Ils doivent sortir de cette idée et revenir dans le concret, dans la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut choisir un candidat
au sein de ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour préparer les élections. Parce que la tâche ne sera pas facile. On a en face qui? Ouattara, qui est en train d'avancer, qui a lancé des projets et qui est à la quête de militants dans tous les coins et recoins du pays. Vous le voyez tout le temps maintenant sur le terrain pour la mobilisation, annoncer le rassemblement, annoncer comment il faut aller de l'avant dans le pays, comment reconstruire le pays. Tout ça, ce sont des stratégies. Et quand vous êtes en face d'un homme comme ça, qui est déjà au pouvoir, qui dispose quand même les moyens du pays pour faire campagne, je pense qu'il faut éviter les guerres internes et se positionner aujourd'hui dans cette course-là en choisissant un autre candidat et non continuer à cramponner les idées sur Laurent Gbagbo. Alors Joël Yetondy, Laurent Gbagbo à la tête du FPI, une aberration? Oh non, je ne dirais pas. On est en politique, hein. Les gens, en le faisant, ont leur raison. Oui, c'est des gens bien réfléchis qui sont réunis et qui ont pensé à la chose. Mais il faut voir peut-être l'opportunité de ce choix-là. Parce qu'on nous a signifié déjà qu'hier, il y a Madame Zouma, la présidente de la commission de la CEDEAO, suivie de quelques délégations qui étaient allées voir les pro-Gbagbo à Accra. Le débat, le thème central, c'était autour de la libération de Laurent Gbagbo. C'est vrai que c'est en juillet qu'on va statuer sur son cas. Tout peut arriver. Bon, c'est permis aussi de rêver. Et dans le cas d'espèce, on ne peut pas le leur refuser. Donc je dis, tout se joue, pour ma part, autour de l'opportunité. Est-ce que c'est opportun de positionner un certain Gbagbo dans cette situation où vraiment le bout du tunnel n'est pas pour bientôt comme candidat? Je pense qu'au sein du FPI, eux aussi, ils ont vu déjà la situation, apprécié la situation de ce côté-là, parce que hier encore, on nous a annoncé qu'il y a eu un comité central extraordinaire qui s'est tenu et ils ont porté un certain Sangaré à la tête du FPI. Ils ont débouté Afi N'Guessan, qui, tôt ce matin aussi, a passé un communiqué pour dire qu'il est toujours président du FPI. Donc, la crise est ouverte, le débat est relancé. Laurent Gbagbo, président du FPI, les pro-Gbagbo ont changé de fusil d'épaule. Il y a désormais un autre candidat au nom de Sangaré, Afi N'Guessan, qui ne le reconnaît pas. Ceux-ci ont annoncé un congrès extraordinaire pour dans 90 jours. Donc, je pense que la plaie, elle est béante. La plaie, elle est béante. L'autre aile du parti, du FPI, le Front populaire ivoirien, voudrait que le parti revienne dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Un FPI qui, il faut le signaler, depuis 5 ans est absent de l'échiquier politique. Est-ce qu'il n'est pas véritablement temps pour que le FPI s'investisse davantage dans le jeu politique en Côte d'Ivoire? Oui, tout à fait. Mais vous savez que c'est un parti diminué. Un parti diminué au lendemain, bien entendu, des élections, avec tout ce que vous avez suivi comme nous, la crise politique, les guerres entre clans et entre régions, les morts qui ont été enregistrés, les gens qui se sont retrouvés en exil aujourd'hui, qui ne peuvent pas revenir tranquillement dans leur pays. Il y a d'autres qui sont là, mais qui ne peuvent pas descendre réellement sur le terrain parce que n'ayant plus les moyens, je pense fondamentalement que c'est un parti diminué. Mais si on organise mieux les choses, on peut se relancer. Se relancer d'abord, c'est d'avoir une bonne organisation. Une bonne organisation signifie quoi? Vous faites un congrès, vous choisissez le président du parti, ou si possible, vous allez plus loin, vous choisissez celui qui ira à la présidentielle de 2015 et on commence par faire campagne pour ce monsieur. Je crois que c'est de cette manière que ce parti FPI peut revenir au devant de la scène. Maintenant, si on continue de parler de clivage, on continue de parler de tiraillement autour de l'homme Gbagbo qui n'est pas libre de ses mouvements, on va continuer à s'engouffrer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt inviter les responsables de ce parti à s'entendre. Il faut choisir l'essentiel. L'essentiel ici, c'est la vie du parti et la participation à l'animation politique dans le pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je pense que si on ne focalise pas les attentions sur les élections à venir, on va se tromper. On est en train de se tromper au sein du FPI et j'espère bien que cela va s'arrêter dans quelques jours. Si c'est Afi N'Guessan, on met Afi N'Guessan, on barre campagne pour lui. Si c'est pas lui, si c'est quelqu'un d'autre, on le choisit et on peut le faire autour, comment dirais-je, d'un congrès qu'il faut appeler très très rapidement et statuer. Parce que si on continue de jouer dans le flou,
les résultats seront catastrophiques. Les résultats seront catastrophiques. Joël Létonnier, très rapidement, nous sommes à moins d'une minute de la fin de cette émission. Y a-t-il selon vous une possibilité de retour d'une certaine sérénité au sein du FPI avant la présidentielle d'octobre 2015? Il le faut si les leaders le veulent. Il le faut si le leader charismatique du FPI le veut. Je veux nommer Laurent Gbagbo en dépit de sa situation. Je pense, vous me excusez le thème, que le fautif dans tout ceci, c'est bien Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, depuis sa prison, peut parler. Laurent Gbagbo peut décider de l'orientation de son parti. Il pouvait siffler la fin de la récréation, connaissant sa situation. Voici ce que je veux pour mon parti. Il n'est pas mort. Lui, il est vivant. On ne peut pas comprendre ce mutisme. Mais en même temps, ces situations, ma foi, relancent l'éternel problème de la gestion des partis politiques sur le continent africain. On ne peut pas comprendre que l'incarnation de la survie d'un parti, on le doit à une seule personne. Ce n'est pas possible. Il faut revoir l'organigramme, l'orientation, le fondement même des partis politiques. C'est comme ça que ces partis pourront encore longtemps vraiment défendre l'intérêt des populations. Autrement, on va toujours tourner en rond et ce serait bien dommage. Et ce serait bien dommage et ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Nous allons partir, mais avant, suivez ceci. Et ce sera tout pour Sika Info Mag de ce jour. Merci pour votre attention. Restez surtout avec nos programmes. Le meilleur reste à venir sur Sika.